C'est un appel aux héritiers et aux bâtisseurs de France. Aimez votre pays, aimez la France de toujours, protégez-la, défendez-la et soyez au rendez-vous pour bâtir la France de demain. Mesdames et messieurs, elle a été députée pendant 5 années du Vaucluse, fondatrice de l'ICEP. Elle est vice-présidente de Reconquête. C'est notre tête de liste pour mener ce combat européen. Elle a besoin de vous le 9 juin. Merci d'accueillir Madame Marion Maréchal. Merci mes amis, merci. Moi aussi je vous aime. Merci aux 1000 cœurs vaillants, 1000 esprits lucides, 1000 âmes reconquérantes, 1000 Français fiers d'être venus aujourd'hui pour soutenir notre liste. La France fière, merci beaucoup. Merci également, on ne le dira jamais assez, à tous ces vaillants et courageux militants qui sont à nos côtés depuis septembre pour battre l'ensemble du territoire de France et convaincre toujours plus de Français. Merci à ceux qui nous protègent aujourd'hui, à notre service de sécurité. Merci à nos élus, bien sûr. Merci à Stanislas et merci à nos superbes candidats qu'on vous a présentés tout à l'heure. Vous pouvez les applaudir. Ils vous représenteront dignement à l'occasion de ces élections. Alors mes amis, je monte sur scène, je crois comme vous, le cœur lourd. Le cœur lourd car j'étais ce matin en effet aux côtés des agents
pénitentiaire à côté de Bordeaux et je voyais dans leurs yeux la tristesse, la colère, le sentiment d'abandon qu'ils ont au titre de leur profession, bien sûr, mais aussi, tout simplement, au titre des Français que nous sommes, après la mort dramatique de deux de leurs collègues dans des conditions absolument déplorables, des agents exemplaires de la pénitentiaire, Arnaud Garcia et Fabrice Moello, qui ont été abattus à bout portant, à l'arme lourde, par les complices du détenu Mohamed Amra. Fabrice Moello, 52 ans, avait le grade de capitaine. Il était père de 2 jumeaux et il devait fêter avec eux leur anniversaire de 21 ans dans seulement 2 jours. Arnaud Garcia, 34 ans, il avait mon âge, était surveillant brigadier, il attendait la naissance d'un enfant. Il laisse seule une veuve éplorée, une femme enceinte de 5 mois. Je n'oublie pas évidemment les 3 autres agents qui, à l'heure où je vous parle, sont grièvement blessés et entre la vie et la mort. Et donc, pour eux, si vous le permettez, je vous demande de vous lever et de respecter 1 minute de silence. Je vous remercie. Je vous remercie et je tenais à marquer évidemment cet hommage parce que je crois que ce qui m'a le plus indigné dans les échanges que j'ai eus ce matin, c'était d'entendre ces agents de la pénitentiaire m'expliquer qu'ils s'y attendaient. Que cela était prévisible. Parce que la réalité, c'est que ces hommes qui sont partis transférer ce narcotrafiquant extrêmement dangereux l'ont fait dans des conditions déplorables. Ils étaient à bord d'un véhicule qui n'était pas blindé, qui est d'ailleurs le véhicule traditionnel qu'ils utilisent. Ils étaient sous-équipés en matériel, en armes, en effectifs. Et donc évidemment, il n'est pas surprenant qu'ils aient été mis en danger face à ce qui peut se qualifier véritablement d'une faillite de l'État, une faillite judiciaire de l'État, qui est le résultant à la fois de l'incompétence et de l'idéologie de tous ces politiciens de gauche et de droite qui ont créé les conditions de ce désastre. Alors, j'aimerais que nous puissions regarder les responsabilités en face. Et j'aimerais mettre en accusation le ministre de la Justice. J'aimerais que nous puissions dire que nous accusons en effet notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, de ne s'être jamais attaqué depuis qu'il est aux affaires, aux causes véritables des drames que nous voyons tous les jours à travers la mort de Français. Je mets en cause évidemment le laxisme judiciaire à l'œuvre et qui est particulièrement édifiant dans le cas de ce narcotrafiquant, puisqu'avant même d'être condamné pour tous les faits extrêmement graves de narcotrafic et de violence lorsqu'il était adulte, j'ai découvert tout à l'heure que Mohamed Amra a été mis en cause à 19 reprises. 19 reprises entre l'âge de 11 et 14 ans pour des faits de violence, de vol, d'extorsion principalement, et que tous ces faits ont été systématiquement classés sans suite. Aucune poursuite pénale. Le voilà le péché originel. Le voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous retrouvons avec l'explosion du narcotrafic, de la délinquance, de la criminalité, de la violence, des meurtres, des viols, des agressions en tout genre. Parce que, évidemment, ces jeunes délinquants ne trouvent jamais face à eux la force de l'État, la force de l'autorité, des sanctions rapides, des sanctions lisibles et des sanctions fermes. Et donc j'accuse Éric Dupond-Moretti de détourner le regard et d'expliquer aujourd'hui la violence et la délinquance des mineurs par soi-disant l'abus des écrans. Ces gens qui nous expliquent qu'il suffirait de réguler Twitter pour que finalement ces jeunes de 15 ans arrêtent d'aller poignarder dans la rue d'autres jeunes pour des faits qui n'ont aucune espèce de gravité. J'accuse également Éric Dupond-Moretti d'avoir mis en danger ces agents pénitentiaires dont je vous parlais à l'instant, puisqu'ils sont en effet systématiquement
délaissés sur le plan matériel, sur le plan des effectifs, je vous l'ai dit, et que j'ai même appris ce matin que certaines extractions pour emmener des détenus à l'hôpital, par exemple, se font sans qu'il y ait la moindre détention d'armes pour ces agents. Et donc face aujourd'hui à des armes de guerre, face à une violence de plus en plus importante, que l'on ne s'étonne pas que ce type de drame arrive. Et j'accuse également Éric Dupond-Moretti d'avoir détourné le regard. Détourné le regard il y a quelques semaines de cela, alors que des magistrats de Marseille, étaient interrogés à l'occasion d'une commission parlementaire sur la situation du narcotrafic en France. Et le témoignage de ces magistrats était glaçant. Glaçant. Ils expliquaient que la France était en train de perdre la guerre face au narcotrafic. Ils expliquaient que Marseille, aujourd'hui, était totalement gangrénée comme de très nombreuses villes de France. Ils déploraient une aggravation spectaculaire de la violence et de la professionnalisation de ces trafics qui deviennent toujours plus puissants. Eh bien, qu'a fait donc Éric Dupond-Moretti à la suite de ces témoignages? Eh bien, la première chose qu'il est allé faire, c'est se rendre à Marseille pour réprimander ces magistrats et les faire taire. Voilà aujourd'hui quelle est la responsabilité de ce ministre de la Justice qui donc a détourné le regard de l'extrême dangerosité de ces filières de narcotrafic tellement structurées, tellement formées, tellement violentes qu'elles ont abouti à ce que aujourd'hui, eh bien, ce narcotrafiquant puisse se transformer en fugitif. Alors évidemment, il y a heureusement des gens lucides dans les débats publics parce que nous n'avons pas attendu le témoignage de ces magistrats pour déjà poser ce constat. Et nous avons été les premiers à appeler à une adaptation de notre arsenal judiciaire et pénal face à cette criminalité organisée très particulière qui est celle du narcotrafic. Et nous avons demandé, il y a des mois, que nous nous inspirions notamment des lois anti-mafia italiennes, qui sont des lois d'exception adaptées et qui permettent d'avoir non seulement des cours d'assises spécialisés dans le narcotrafic, mais également une facilitation pour la saisie des biens, pour taper au portefeuille ces narcotrafiquants, y compris de manière préventive dès les enquêtes, mais également des conditions de détention et d'incarcération qui soient extrêmement fermes. Terminer les portables en prison, terminer les livraisons de colis, terminer l'interdiction des fouilles quotidiennes, terminer les visites aux proches et les familles si cela risque évidemment de créer un contact avec le milieu criminel. Parce que ce que m'ont décrit également ce matin ces agents pénitentiaires, ce n'est pas seulement des conditions de transport extrêmement dangereuses, c'est aussi l'implosion du système carcéral. Ils m'expliquaient qu'il y avait un agent pour en moyenne 100 détenus. L'un d'eux s'est avancé vers moi et était paré d'une attelle tout le long de la jambe, et lorsque je lui ai demandé ce qui lui était arrivé, il m'a expliqué qu'un des détenus lui avait brisé le genou. Tous m'ont expliqué avoir eu au moins une fois affaire à des agressions extrêmement violentes, et que les insultes et les crachats faisaient partie de leur quotidien. Et que, eh bien, en dépit de cela, ils voyaient assez rarement de véritables sanctions ou de véritables aggravations de la peine, ou même tout simplement le refus de remise de peine suite à ces plaintes qu'ils peuvent poser. Il m'expliquait également que le droit européen, adapté au droit français, interdisait dorénavant les fouilles systématiques à la sortie des parloirs. Ils n'ont pas le droit de faire des fouilles intégrales après qu'il y ait eu contact avec l'extérieur, et que, évidemment, de ce fait, rentrer en prison un certain nombre d'objets, voire d'armes, qui n'étaient pas nécessairement détectables dans les portiques. Alors, il faut mesurer à travers cette profession méconnue qui est celle des agents pénitentiaires tout l'effondrement de l'État français et surtout la démonstration que, manifestement, nous n'avons pas les mêmes priorités aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent depuis des décennies, puisque tout ça est le résultat non seulement d'un manque de moyens structurels, je rappelle juste, pour vous donner un ordre d'idée, que sur 1 000 € de dépenses publiques dans notre pays, 575 € sont consacrés aux dépenses sociales et 7 € pour la justice. Pour vous donner un ordre d'idée sur les priorités. Mais au-delà de ce manque structurel de moyens, il y a bien sûr derrière l'idéologie. L'idéologie qui laisserait entendre que finalement, la prison n'est pas la solution, la prison serait l'école de la récidive, et donc il faudrait évidemment privilégier la tolérance, la compassion, la réinsertion, avec les résultats évidemment qu'on connaît. Et puis surtout,
l'autre sujet dont ils ne parlent jamais et dont ils ne veulent pas parler, c'est évidemment la responsabilité de l'immigration dans l'explosion de la criminalité. Évidemment. Sachez que dans la prison de Nice, pour ne citer que cet exemple, 60% des détenus sont de nationalité étrangère. 60% des détenus. Et après, on s'étonne qu'il y ait des pénuries de places de prison. Si Matisse a été assassiné par ce barbare et ce meurtrier, ce mineur afghan, ça n'était pas parce que ce mineur afghan était drogué aux écrans, c'est parce que ce mineur afghan, pas plus que sa mère d'ailleurs, n'avait strictement rien à faire sur le sol français. Alors, force est de constater, malgré tout, sur ce sujet, que nous avons indéniablement engrangé quelques victoires idéologiques. Alors, tout n'est pas gagné, évidemment, puisqu'il y a encore des évidences que nous devons imposer. Stanislas en a parlé rapidement au moment de l'affaire de Crépol. C'est nous qui n'avons pas lâché ce sujet du racisme anti-blanc et qui avons refusé l'inversion accusatoire qui était à l'œuvre chez les journalistes de gauche pour tenter de faire croire que, finalement, Thomas l'aurait peut-être un peu cherché, d'une certaine manière. Heureusement que nous étions là, à ce moment-là, pour rappeler les faits, pour défendre l'honneur de Thomas, l'honneur de sa famille, et faire en sorte, évidemment, de dénoncer ce racisme anti-blanc qui existe, et qui existe de manière de manière structurelle, et qui n'est en fait que l'une des illustrations de cette détestation de la France et des Français, qui est malheureusement bien trop souvent alimentée par ce gouvernement en place. Eh bien, nous avons été là pour parler de ce sujet et nous sommes aussi là pour libérer les Français d'une forme de fatalisme sur ce sujet de l'immigration, d'une forme de renoncement, de désillusion, qui est, je dois le dire, savamment entretenue par ceux qui sont aux affaires. Parce que comme ils ont quand même du mal à expliquer aujourd'hui que l'immigration est encore une chance pour la France, ou qu'il n'y aurait évidemment aucun lien entre l'insécurité et l'immigration, ce que tous les chiffres à notre disposition démontre pourtant, eh bien, il tente d'expliquer que finalement, si on en est là, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Que les flux migratoires font partie du sens de l'histoire, qu'ils sont inéluctables, incontrôlables, qu'ils s'imposent à nous, et que donc la seule chose que nous pourrions faire, c'est les subir, certes, mais à minima les organiser. Eh bien, je vous enjoins, je vous supplie de ne pas tomber dans ce mensonge et de résister face à cette tentative honteuse de vous pousser à la résignation. Parce qu'il y a des pays qui ont fait des choix politiques différents de nous et qui ont obtenu des résultats. Il y a des pays, y compris au sein de l'Union européenne, qui ont connu l'immigration massive après nous et qui pourtant ont réagi avant nous. Je pense au Danemark et je pense aussi à la Suède, qui, en quelques années seulement, en prenant des décisions courageuses, radicales, eh bien, ont obtenu des résultats significatifs sur la baisse de l'immigration, à la fois légale et illégale dans leur pays. Je pense à l'Australie, qui là aussi est un pays occidental qui inspire beaucoup, évidemment, de prétendants à l'immigration, perçu là encore comme un Eldorado, et qui, en faisant des choix là encore très fermes, celui de la dissuasion, celui de la fermeté, eh bien, a permis qu'il y ait 0 mort aux abords de ses côtes. Parce que la véritable politique humaniste, y compris en Méditerranée, c'est celle de ne pas pousser inconsciemment des populations à tenter cette traversée au péril de leur vie, alors même que nous ne sommes plus aujourd'hui en situation de pouvoir les accueillir. Et donc la véritable politique humaniste, c'est celle-là, c'est celle de la fermeté et c'est celle de la dissuasion. Et c'est ce que nous allons porter au Parlement européen, parce qu'aujourd'hui nous considérons que ce défi démographique, ce défi migratoire, il est évidemment national, mais il est continental. Sachez que depuis 2022, il y a plus de migrants qui rentrent sur le sol européen que d'enfants qui naissent sur le sol européen. Le défi est donc grave et l'heure est urgente. Et c'est pourquoi nous proposons, nous, que l'Union européenne, plutôt que d'organiser
cette passoire migratoire que nous connaissons aujourd'hui vienne en soutien des politiques nationales pour pouvoir protéger bien davantage ces frontières communes avec l'idée de cette triple frontière. D'abord, frontière nationale, faire en sorte que dorénavant la libre circulation ne soit réservée qu'aux Européens et non pas aux extra-européens comme c'est le cas aujourd'hui. Mais aussi également une frontière en Méditerranée avec la défense d'un blocus militaire naval en Méditerranée qui permettrait d'identifier, d'intercepter et de rapatrier les bateaux aujourd'hui portés par les passeurs de clandestins, détruire évidemment ces embarcations lorsqu'elles sont à quai et faciliter l'arrestation de ces trafiquants d'êtres humains qui aujourd'hui sévissent de manière massive et monstrueuse aux abords notamment des côtes tunisiennes, libyennes, égyptiennes. Nous défendons également les accords aujourd'hui portés vaillamment par Giorgia Meloni avec ces pays de départ, comme en Tunisie et actuellement en Égypte, et qui ont obtenu des résultats, puisque après la signature de cet accord, depuis la Tunisie, il y a eu une baisse de 70% des départs depuis les côtes vers l'Europe. Et c'est donc bien la démonstration que c'est possible. Et enfin, la troisième frontière que nous défendons, c'est celle qui est à l'extérieur des frontières européennes. C'est donc celle qui consiste à vouloir financer des centres d'accueil à l'extérieur donc du continent européen pour faire en sorte que le dépôt et l'étude des demandes d'asile se fassent en dehors de nos frontières et donc évite ces incitations à l'immigration clandestine. Nous sommes aussi pour, vous le savez, une politique de remigration. Et donc acter aujourd'hui qu'il est temps que des populations qui n'ont rien à faire, des populations étrangères qui n'ont rien à faire sur le sol français, les délinquants et criminels, les chômeurs de longue durée qui ne subviennent pas à leurs besoins, les djihadistes en puissance ou passés à l'acte, soient reconduits vers leur pays d'origine. Alors là encore, on va nous dire, oui, mais vous comprenez, c'est plus compliqué que ça, on n'a pas de marge de manœuvre, les pays ne donnent pas le change, ne donnent pas les laissez-passer consulaires. Mais s'est-on posé à un moment donné la question des leviers incroyables que nous avions pour faire en sorte que ces pays d'origine soient enfin conciliants et récupèrent les clandestins issus de leur pays. Sachez que, par exemple, l'Union européenne verse chaque année 70 milliards d'euros d'aide au développement et socialement aux pays africains. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se poser la question de conditionner tout simplement le versement de cette aide au développement au fait que ces pays, qui en sont les bénéficiaires, en échange, s'engagent bien évidemment à donner toutes les formalités pour récupérer leurs clandestins et nous permettre enfin de nous libérer de cette immigration clandestine ou indésirable qui se trouve actuellement sur le sol français. C'est ce que nous défendrons au Parlement européen. C'est ce que nous défendrons au Parlement européen et si je vous parle bien sûr prioritairement de ce sujet fondateur, fondamental, existentiel, vital, c'est parce qu'il m'apparaît être le plus essentiel et le plus urgent. Stanislas l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais nous sommes aujourd'hui face à une multiplication des difficultés en France, difficultés économiques, difficultés énergétiques, bien évidemment, relatifs au pouvoir d'achat, mais nous avons, d'une certaine manière, une priorisation à avoir. Il y a en politique ce que l'on pourrait qualifier de sujets réversibles et de sujets irréversibles. Les sujets économiques sont des sujets réversibles. Pour un peu qu'on s'en donne les moyens, qu'on fasse les bons choix, qu'on crée un écosystème fiscal, normatif favorable, on peut réindustrialiser, on peut remettre de l'emploi à disposition et lutter contre l'assistanat et revaloriser le travail. On peut baisser la dette, on peut faire des économies. En revanche, le jour où un peuple est minoritaire sur sa propre terre, c'est trop tard. C'est fini. C'en est fini évidemment de son identité et c'en est fini de sa liberté. Et donc oui, nous assumons, nous, à Reconquête, de mettre en priorité ce sujet existentiel puisque de lui découlent tous les autres. Parce qu'il n'y aura pas de toute façon de prospérité, il n'y aura pas de désendettement, il n'y aura pas de retour du pouvoir d'achat et encore moins de la sécurité si nous ne traitons pas en amont ce sujet qui pèse
sur la société française à toutes les échelles. Et je note que durant cette campagne, depuis septembre, bien beaucoup de journalistes ont fait preuve d'une forme de sarcasme à notre égard, ont expliqué que nous serions obsédés par le sujet de l'islam. Je vous le dis le plus franchement du monde, oui, je suis d'une certaine manière obsédée par le fait que demain l'islam ne devienne pas majoritaire en France, parce que j'ai 2 petites filles. J'ai 2 petites filles de 2 et 9 ans. J'ai 2 petites filles de 2 et 9 ans et je sais que si, par malheur, à travers le grand remplacement et l'islamisation durable et définitive de la France et de l'Europe, elles en seraient parmi les premières victimes. Parce qu'il est évident que si demain, l'islam est majoritaire dans notre pays, il en sera fini de la liberté d'expression, telle que nous la connaissons et nous la chérissons. Il en sera fini de la liberté de conscience. Il en sera fini de la mixité dans l'espace public et de l'égalité homme-femme. Alors quand je dis cela, parfois on pourrait laisser entendre que nous exagérons. Et pourtant, l'ironie du sort veut que manifestement, tous les jours, l'actualité nous donne raison. Nous vivons dans un pays qui, depuis quelques semaines, vit une folie. Nous avons vu dans la France du XXIe siècle ces derniers mois des gamines se faire lyncher et tabasser parce qu'elles avaient refusé de porter le voile à l'école ou parce qu'elles n'avaient pas respecté le ramadan. Nous avons vu un homme à Bordeaux se faire assassiner de sang-froid dans la rue parce qu'il avait bu une bière en période de ramadan. Nous avons des proviseurs qui démissionnent de peur dans leurs établissements parce qu'ils n'osent plus faire respecter la loi sur la laïcité et l'interdiction du port du voile dans leur classe. Nous avons des témoignages de professeurs qui aujourd'hui expliquent qu'ils n'utilisent plus le mot juif lorsqu'ils enseignent la Seconde Guerre mondiale, qu'ils renoncent à montrer en cours un certain nombre d'œuvres picturales de la Renaissance parce qu'il y a des représentations de nus qui pourraient heurter la pudeur islamique, qu'il y a même des enseignants qui disent ne plus utiliser l'expression « n'écris pas comme un cochon » de peur de se faire insulter par les élèves musulmans. Donc ne croyez pas que ces faits qui aujourd'hui s'accumulent et sont de plus en plus visibles, pour ceux qui nous remontent, ne sont que des faits anecdotiques marginaux qui seraient le résultat finalement d'une crise d'adolescence passagère de certains jeunes en mal de reconnaissance. Non, il s'agit là des prémices de ce qu'on appelle, oui, un choc de civilisation. Un choc de civilisation avec la civilisation islamique. Et je vous le dis, il n'y aura pas de compatibilité possible, il n'y aura pas de cohabitation possible entre la civilisation française et la civilisation islamique. Il faudra choisir. À la fin, il n'en restera qu'une des deux. Et évidemment, si je suis devant vous aujourd'hui avec nos candidats, c'est parce que nous avons l'envie désespérée et en même temps enthousiaste de pouvoir défendre ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire la terre de nos ancêtres, notre identité, notre mode de vie, et transmettre tout cela à nos enfants. Et si je suis animée devant vous aujourd'hui, c'est parce que pour la première fois, au niveau européen, nous avons des raisons d'espérer. Nous avons des raisons d'espérer alors que depuis des décennies, nous sommes gouvernés par une majorité au Parlement européen de centres alliés à la gauche qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui et qui ont transformé cette belle idée européenne en une colonie numérique et militaire des États-Unis, en une colonie économique de la Chine, une colonie de peuplement de l'Afrique et, je viens de vous en parler, une colonie religieuse de l'islam. Mais tous les sondages indiquent qu'en effet, il est possible, cette fois-ci, et pour la première fois, de renverser la majorité au Parlement européen. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. Et c'est le message que j'aimerais que vous alliez porter auprès de vous, des hésitants, vos familles, vos amis qui se posent des questions et qui voient aujourd'hui
3 offres politiques, notamment à droite, et qui pourraient hésiter entre elles. Dites-leur qu'aujourd'hui, le seul parti qui a à la fois la volonté d'agir et la capacité d'agir, c'est Reconquête. Pourquoi ? Eh bien, parce que d'un côté, vous avez les Républicains qui font actuellement partie du groupe du PPE, ce groupe qui est, je vous rappelle, allié aux socialistes et aux macronistes au Parlement européen. Ils votent 80% des textes ensemble et ils sont tous issus de la majorité d'Ursula von der Leyen. Ils sont donc comptables aujourd'hui du bilan de l'Union européenne et je ne m'étendrai pas évidemment sur la liste parfaitement incohérente de François-Xavier Bellamy et des courants antagonistes qui la composent. Et vous avez de l'autre côté le Rassemblement national qui, en effet, est extrêmement haut dans les sondages français, qui, je vous le rappelle, là encore, est arrivé premier aux dernières élections européennes en 2019, premier, là encore, en 2014, aux élections précédentes, et qui, malgré cela, n'a pas changé une ligne du projet européen, n'a pas pu, en aucune manière, infléchir le cap de ces politiques européennes. Pour une raison simple, c'est qu'ils font partie, malheureusement pour eux, d'un groupe qui aujourd'hui est particulièrement marginalisé et isolé au Parlement européen. Et donc, à l'inverse, le seul groupe politique qui aujourd'hui, d'après tous les sondages, de droite, d'une droite authentique, qui peut non seulement dépasser le groupe d'Emmanuel Macron au Parlement européen, parce que c'est ça l'enjeu, c'est pas de battre Macron au niveau national, c'est de battre Macron au niveau européen, avec ses alliés évidemment, qui peut donc sortir Ursula von der Leyen et faire basculer la majorité du Parlement à droite, eh bien c'est Reconquête et ses 17 alliés européens qui bientôt d'ailleurs vont être rejoints par d'autres gouvernements comme ceux de Orban en Hongrie. Donc il faut que vous y croyiez et il faut que vous nous aidiez à renforcer cette majorité. Et l'heure est grave. L'heure est grave et l'enjeu est historique parce que vous avez certainement, ou pas d'ailleurs, peut-être vous ne vous êtes pas infligé cela comme moi, mais les 2h15 de discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, dans lequel il a... moi j'ai une conscience professionnelle, donc je l'ai écouté, mais... Merci. C'était douloureux, et dans lequel il a présenté son plan européen qu'il voudrait défendre si par malheur, lui et ses alliés étaient de nouveau majoritaires au lendemain de l'élection européenne. Et donc qu'est-ce qu'il nous présente, Emmanuel Macron ? Eh bien, il nous explique que dorénavant, il veut un super État fédéral européen, qu'il souhaite la fin du droit de veto de la France, dans tous les domaines, c'est-à-dire que dorénavant, la France pourrait se voir imposer, contre son avis, des réglementations européennes et donc contre ses intérêts. Il souhaite défendre l'élargissement de l'Union européenne à 35, voire à 40 pays. Il nous a parlé de la Moldavie, il nous a parlé des Balkans, il nous a parlé de l'Ukraine. Il souhaite qu'il y ait un président de l'Union européenne, qui soit le nouvel exécutif européen. J'imagine qu'il est en train d'assurer la suite de sa carrière pour le poste 2027. Il souhaite... Il souhaite un ministre des Affaires étrangères européen, une armée donc européenne, une dette européenne, des impôts européens qui, je vous le rassure, ne supplanteraient pas les impôts français, mais s'ajouteraient évidemment à la fiscalité nationale. Et il souhaite que dorénavant, plus aucun domaine n'échappe à l'Union européenne, puisqu'il expliquait que, par exemple, d'après lui, la santé ou même l'éducation nationale devrait demain devenir une compétence partagée avec l'Union européenne. Donc l'Union européenne devrait avoir son mot à dire, y compris sur ces domaines. Donc vous l'avez compris, c'est un saut fédéraliste spectaculaire et extrêmement radical qu'est en train de préparer Emmanuel Macron. Et objectivement, à travers ce qu'il décrit là, ça n'est ni plus ni moins que la fin de la France. La fin de la France dans sa capacité à décider pour elle-même, la fin de sa souveraineté. Emmanuel Macron, de toute façon, a toujours considéré que la France était trop petite, que les nations étaient dépassées et qu'il fallait donc dorénavant renoncer à la souveraineté du peuple français pour permettre d'élargir le cadre politique.
Et d'une certaine manière, tout s'éclaire, je trouve, ces derniers mois, puisqu'il nous a donné un aperçu de la post-France à laquelle il aspire et qu'il nous prépare. Il nous en a donné un aperçu à travers les JO, ou les J-Walk, je devrais dire. Alors tout a commencé par la production d'une affiche. Et donc sur cette affiche, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'effacer la croix qui se trouvait sur le dôme des Invalides. Parce que vous comprenez, il ne faudrait quand même pas qu'on puisse croire que la France a des racines chrétiennes. Ce serait quand même extrêmement violent et agressif à l'égard des minorités opprimées en France. Ce serait une insulte à la diversité. Et donc, il ne faudrait certainement pas que les JO soient le prétexte d'une vitrine pour faire rayonner la France dans son héritage, son passé et son identité. Et donc, non content d'assumer cette négation historique et culturelle, ils poursuivent en faisant accueillir la flamme olympique par le rappeur Jul. Je n'ai rien contre les amateurs de Jul, mais je pense qu'on aurait pu trouver une vitrine plus représentative du raffinement, de l'élégance et de la maîtrise de la langue française. Et ensuite, il prévoit donc que la flamme olympique de drag queen en drag queen arrive à Paris et que la cérémonie d'ouverture des JO se fasse probablement par la chanteuse Aya Nakamura, qui là encore, ne s'est pas particulièrement distinguée pour une maîtrise optimale de la langue de Molière, loin s'en faut, et qui non plus n'est pas encore la parfaite incarnation du raffinement français, et qui s'est même, je dois le dire, fait connaître au départ, ce qui n'est pas totalement, qui n'est pas neutre, si vous voulez, symboliquement, par les temps qui courent, s'est fait connaître par un chant dans lequel elle raconte une romance avec un narcotrafiquant. Et donc ça, c'était juste avant de se faire condamner pour violence conjugale à l'égard de son mari. Voilà donc la vitrine française. J'espère que vous êtes heureux aujourd'hui d'être représentés par cette cérémonie, mais ils ne se sont pas arrêtés là, puisqu'ils sont aussi allés expliquer que les repas qui seraient servis donc, dans le village olympique, évidemment installé dans le 93, ça ne pouvait pas être ailleurs, bien sûr. Donc dans ce village olympique, il n'y aurait que des repas véganes qui seraient servis. Et donc, je vous jure que c'est vrai, du bœuf bourguignon sans bœuf. Je vous jure que c'est vrai. Voilà. Et donc, là encore, on aurait pu attendre légitimement que ce soit le moment de faire rayonner la gastronomie française, nos terroirs, dans leur qualité et leur diversité. Mais non, évidemment, il ne manque jamais une occasion de nous faire disparaître et de nous humilier. Et donc, face à cette espèce de grand show parisien, progressiste, diversitaire et multiculturel, à quoi finalement sert le reste de la France? Eh bien, à réceptionner, à payer, oui ça c'est sûr, mais aussi à réceptionner le délestage des migrants dont ils ne veulent pas en Île-de-France pour les accueillir dans les campagnes françaises et assurer, je cite, la politique de repeuplement voulue par Emmanuel Macron. C'est donc ça, aujourd'hui, à quoi servent les Français, en effet à payer et puis finalement à se faire grand remplacer jusque dans leur campagne avec une belle démonstration d'Emmanuel Macron. Hein, parce que lui, il explique que pour revitaliser les campagnes, il ne faut pas investir dans des infrastructures de transport, il ne faut pas maintenir les services publics, il ne faut pas arrêter de fermer les écoles, il ne faut pas créer un écosystème favorable à l'industrie ou à l'agriculture, il ne faut pas maintenir le service de maternité pas trop éloigné des foyers jeunes, il faut envoyer des Afghans. Et là, on est sûr que les campagnes françaises vont être sauvées, que l'emploi va se développer et que la nouvelle Tech France va pouvoir émerger. Voilà donc le projet qui est le leur. Le projet qui est le leur et auquel nous allons évidemment nous opposer de toutes nos forces. Parce que derrière leur petit jeu là, de mépris, d'humiliation, d'effacement, de négation de la France, il y a quand même toujours
Et je le vois d'ailleurs avec la récente volonté de Gabriel Attal de vouloir créer, je n'ai pas trop compris d'ailleurs, un label de l'esclavage dans les villes qui ont pratiqué l'esclavage fut un temps en France. Alors je vous rassure, hein, c'est pas pour l'esclavage et la traite arabo-musulmane, hein, parce que ça n'a jamais existé. Évidemment, les chrétiens n'ont jamais été mis en esclavage dans des barbaresques en Méditerranée. Non, non, c'est que, évidemment, pour le poids de la culpabilité portée sur les Européens, au prétexte qu'il ne faudrait pas mettre un voile sur cette période. Je ne sais pas dans quelle dimension vit Gabriel Attal, mais personnellement, je n'ai pas le sentiment que depuis 30 ans en France, on mette le voile sur cette période. J'ai plutôt le sentiment qu'il y a eu des commémorations, des lois, que cette période est enseignée très largement au sein de l'éducation nationale. Mais je vois là encore cette volonté perpétuelle de flatter des minorités vindicatrices et puis toujours d'alimenter cette espèce de masochisme historique, de haine de soi, pour des raisons évidemment de clientélisme électoral assez déplorable, mais qui a des conséquences dramatiques. Parce qu'aujourd'hui, cette haine anti-France que l'on voit s'exprimer dans des agressions gratuites, dans des viols, dans des meurtres, elle est quasi quotidienne. Encore il y a quelques jours, vous l'avez vu, gare de Lyon, ce Malien qui s'en est pris à des Français à coups de couteau parce qu'ils étaient Français. C'est comme ça qu'ils justifient l'attaque. Cette haine anti-France qu'ils alimentent, elle produit aujourd'hui des responsables politiques comme Rima Hassan. Rima Hassan, qui est l'incarnation, si je puis dire, de cette France d'origine immigrée qui refuse de rendre hommage et crédit à la France pour tout ce qu'elle lui a apporté. C'est-à-dire que ses parents ont été accueillis en France généreusement. Ils lui ont permis de recevoir une éducation. La France lui a permis de faire des études, d'avoir des postes à responsabilité, d'être là où elle est aujourd'hui comme candidate. Et tout ce qu'elle trouve à faire tous les jours que Dieu fait, c'est de se vautrer dans la gratitude et de nous insulter tous les jours que Dieu fait en expliquant que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et qu'elle qualifie de génocide serait similaire à ce que la France aurait fait, soi-disant, en Algérie au moment de la colonisation. Et donc elle explique que notre pays est un pays génocidaire, ce même pays qui l'a accueilli, qui l'a nourri et qui lui permet aujourd'hui d'aller sur les plateaux de télévision pour nous cracher au visage et demain, je ne l'espère pas, au Parlement européen, représenter non pas la France et les Français, mais des intérêts étrangers. C'est ça aujourd'hui ce que nous produisons. Et donc, croyez-moi, vous pourrez compter sur nous pour mener toutes ces batailles, parce que nous ne baisserons pas les yeux. Nous ne baisserons pas les yeux devant Rima Hassan, devant l'extrême gauche, devant l'islamo-gauchisme, devant le wokisme, devant la défiance des minorités, devant ceux qui veulent faire détester la France. Et bien au contraire, nous poserons une question chaque fois qu'un vote se présente à nous. Est-ce que ce texte va dans le sens de la définition, de la préservation et de la transmission de notre civilisation française et européenne? Et si tel est le cas, évidemment, nous le soutiendrons. Et croyez-moi, nous avons beaucoup de chantiers qui nous attendent au Parlement européen, parce qu'il y a évidemment ces sujets migratoires, identitaires, culturels, bien évidemment, la défense de nos racines chrétiennes, s'opposer à tous ces commissaires et ces administrations qui aujourd'hui vont jusqu'à produire des agendas pour les fonctionnaires européens dans lesquels on met toutes les fêtes religieuses sauf Noël et Pâques. Je vous assure que c'est vrai, sauf Noël et Pâques. Et donc il va falloir être extrêmement vigilant, mais il va falloir également être vigilant sur des choix économiques, énergétiques majeurs qu'ils sont en train de faire et qui aboutissent à un véritable sabotage. J'utilise sciemment le terme parce que quand je vois et quand je me penche depuis maintenant quelques mois sur ces textes européens, j'y vois véritablement la volonté consciente de saboter la puissance française et européenne. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs avec le nucléaire, je n'y reviendrai pas, sur lequel Emmanuel Macron a clairement changé d'avis, mais ils le font également dans d'autres domaines industriels. Je vais vous donner un exemple qui pour moi est particulièrement édifiant. Dans le cadre des législations du fameux pacte vert dont vous avez entendu parler, qui en fait est l'agenda des écolos, hein, du fanatisme écologique là, en kéfier qu'on voit maintenant à travers Greta Thunberg
à l'Eurovision. Eh bien, dans cet ensemble de textes, ils sont en train de préparer un tsunami de normes, de contrôles, de règles qui aboutirait, si par malheur ils étaient mis en place, à une véritable décroissance écologique et agricole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les rapports qui se sont pensés sur le sujet. La compétitivité serait tellement amputée que la baisse de la production serait inéluctable. Et il y a un exemple, je trouve, qui est particulièrement édifiant. C'est l'interdiction de la production de voitures à moteur thermique à partir de 2035. Donc, ils souhaitent que dorénavant, à partir de 2035, on ne puisse plus produire de voitures à moteur thermique. Évidemment, pour des questions soi-disant écologiques. Mais quelle est la conséquence de cette décision ? Déjà, sachez que cette décision, qui est quand même extrêmement lourde, parce qu'elle menace plus de 50 000 emplois en France, est une décision qui a été votée sans aucune étude d'impact. Aucune étude d'impact. C'est une décision qui va aboutir à favoriser mécaniquement l'industrie automobile électrique chinoise, qui elle a 10 ans d'avance sur nous dans ce domaine, alors que nous sommes encore en pointe et avec des capacités d'amélioration sur le moteur thermique. C'est une décision qui va aboutir à remplacer une dépendance pétrolière, certes qui existe, par une dépendance minière qui est encore plus lourde et qui le sera encore plus demain au regard des besoins en augmentation et de la demande en augmentation avec un nombre de pays producteurs qui sont encore plus réduits. Au moment même où ils nous ont interdit la plupart de l'exploitation, de l'exploration et de l'exploitation des minerais sur le sol européen. Donc on organise une dépendance encore plus lourde et encore plus dangereuse à l'égard de l'étranger. Et par ailleurs, on va donc augmenter les besoins électriques, puisqu'on va électrifier l'intégralité du parc automobile, c'est leur souhait en tout cas, au même moment où on fait des choix énergétiques qui entraînent la baisse de la production et de la disponibilité électrique. Donc on a l'interdiction des voitures thermiques, on va donc importer massivement des voitures électriques chinoises qui vont donc tourner aux éoliennes chinoises. Parce que c'est ça le projet. Le projet de l'Union européenne, c'est, d'après la directive qui a été votée, là encore dans le pacte vert, que 45% de la production électrique européenne soit issue du renouvelable. Donc de l'éolien et du solaire, dont on sait évidemment et dont on connaît toutes les limites. Et donc les conséquences de cela, je vous le dis, si cette directive par malheur n'était pas remise en cause, c'est qu'il faudrait près de 50 000 éoliennes implantées en France, et donc que l'intégralité de la façade maritime française soit recouverte de ces éoliennes pour permettre d'atteindre non pas d'ailleurs les objectifs d'autonomie et d'indépendance électrique, parce que ça n'est pas possible avec le renouvelable, mais simplement pour compléter ce soi-disant mix énergétique, autant d'argent que vous retrouvez sur votre facture d'électricité et qui malheureusement n'est pas investi dans le nucléaire. Je voulais m'attarder sur cette thématique parce que vous voyez à quel point ces décisions sont graves et profondément incohérentes. Et aujourd'hui, cet agenda du fanatisme écologique, il a des conséquences extrêmement lourdes. Et on le voit dans une entreprise un peu symbolique. Vous connaissez peut-être l'entreprise Duralex. Vous savez, c'était cette entreprise qui produit les verres avec lesquels on regardait notre âge quand on était à la cantine, nous rappelle nos jeunes années. Et bien aujourd'hui, cette entreprise, elle est menacée de disparition, comme d'ailleurs des dizaines de milliers d'entreprises qui aujourd'hui sont en redressement auprès des tribunaux de commerce. C'est un véritable carnage, personne n'en parle. On a un record de défaillance d'entreprises depuis maintenant de très nombreuses années. Et bien cette entreprise, elle est en train de couler du fait aujourd'hui du prix de l'énergie et donc du mécanisme du fonctionnement du marché électrique européen et des choix énergétiques qui ont été faits en effet sur le renouvelable plutôt que le nucléaire. Et elle est en train de mourir également d'une taxe sur la pollution qui là encore a été mise en œuvre par les écolos et qui aboutit aujourd'hui qu'elle ne puisse plus se maintenir. Et je pourrais vous multiplier les exemples de ce type. On a aujourd'hui des fleurons, notamment dans les microprocesseurs. Je pense à une entreprise comme Soitec qui se trouve en France et qui veut se développer en France, qui a des projets d'extension et qui ne peut pas le faire parce que les contraintes écologiques sont tellement fortes pour s'étendre qu'ils n'arrivent pas à obtenir l'autorisation pour pouvoir investir dans une nouvelle usine et qui donc ils sont en train d'envisager de pouvoir s'expatrier aux États-Unis. Et donc, tout ça pour vous dire quoi ? Que la vision que nous voulons porter nous, ça n'est pas celle que veulent les écolos avec leurs alliés macronistes, qui aboutit à ce que je suis en train de vous dire là, c'est-à-dire des réglementations absurdes qui finalement
organise la décroissance et la baisse de production, c'est au contraire revenir à l'idée que l'écologie, c'est d'abord la production et la consommation locale. Et c'est d'autant plus cohérent que ce que ne vous disent jamais les écologistes, c'est qu'aujourd'hui, la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux importations. C'est le modèle mondialiste en réalité et d'ouverture inconsidérée des frontières et de mise en concurrence sauvage qui est un modèle extrêmement polluant. Et ça n'est certainement pas en se rendant dépendant de l'économie et de l'industrie chinoise ou asiatique qui est l'une des plus polluantes du monde et qui fonctionne encore très largement aux centrales à charbon que nous allons bien sûr relever ce défi écologique. Et donc comptez sur nous, là encore, pour nous opposer à cet agenda délirant, pour défendre la production et la priorité nationale dans notre économie et faire en sorte de libérer nos entreprises, nos artisans, nos commerçants et nos agriculteurs. Ça vous a été rappelé, mes amis, il nous reste 25 jours et en effet, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce qu'il ne suffit pas, vous savez, en période électorale, de se rendre sur les plateaux de télévision, même si nous faisons de notre mieux, évidemment, à travers l'écran pour convaincre les Français, mais il n'y a rien de moins efficace que d'avoir une émission et puis le lendemain, un tract trouvé dans sa boîte aux lettres, une main serrée sur un marché, une affiche aperçue en allant au travail. C'est cette multiplication des actions qui permettent justement de transformer une hésitation en conviction puis en vote. Et donc, si vous avez bien la certitude que notre combat est juste et urgent, et si vous avez un peu de temps à consacrer, rapprochez-vous de vos fédérations et donnez-nous un peu de ce temps, parce que toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Et je voulais finir en vous citant une courte citation du grand dramaturge et poète Pierre Corneille, qui chantait dans le Cid, dans une autre forme de reconquête. Si tu l'aimes, la France, apprends que revenir vainqueur, c'est l'unique moyen de regagner son cœur. Alors pour vous-même, mieux encore pour nos enfants, pour nos fils et pour nos filles, et au nom de nos pères et de nos mères, revenons vainqueurs le 9 juin prochain. Regagnons le cœur de la France et de l'Europe. Envoyons un maximum d'élus pour vous défendre, vous, vos identités, votre intérêt. J'ai besoin de votre énergie et j'ai aussi besoin, bien sûr, de votre espérance. Et si nous sommes rassemblés, j'en suis convaincue, nous allons soulever des montagnes, nous allons créer la surprise et vous pourrez compter sur nous pour défendre votre voix et faire en sorte que la France revienne en force en Europe, cette France fière que nous aimons. Vive la vie, vive l'espérance, vive la reconquête, vive la civilisation, vive les Français et surtout, vive la France!